Aujourd'hui, je reçois Michael Willem, le fondateur de Pharmasimple, une société qui vendait des produits pharmaceutiques sur Internet. Il m'a contacté il y a quelques semaines en me disant « Didier, il faut que je vous explique la faillite de mon entreprise. Ce qui m'est arrivé ne doit plus jamais arriver à d'autres dirigeants de société à la Bourse de Paris. » Je voulais donc éclaircir cette histoire. J'ai pris le train, direction la Belgique, pour le rencontrer. Dans cette interview exclusive, on va découvrir de nombreux documents inédits, jamais montrés à ce jour aux investisseurs. Michael Willem, bonjour. Bonjour Monsieur Testo. Vous êtes l'ancien PDG de Pharmasimple. Vous nous recevez aujourd'hui à Bruxelles pour parler de la faillite de votre entreprise. Avant de parler de cela, parlez-nous de l'histoire de Pharmasimple. C'est une histoire de croissance ? Oui, c'est une société qui a connu une très très forte croissance, un vrai succès. On a créé la société en 2012. On a connu des croissances à 2 chiffres, voire 3 chiffres, jusqu'à son entrée en bourse. Donc elle vendait des produits de parapharmacie sur Internet. On a eu ensuite le Covid qui est arrivé. Le Covid a été finalement un gros boom pour la société, puisqu'on a connu une apogée aux environs de 43 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de questions qui se posent en interne parce qu'il faut dépenser de plus en plus en marketing. Donc on creuse le trou en termes de rentabilité et donc il va y avoir un choix. Donc moi je propose à ce moment-là de racheter des pharmacies d'officine, de changer le modèle, de retourner dans les points de vente physiques, soit de vendre la société. Les administrateurs à l'époque qui étaient avec moi étaient plutôt pour une phase de revente de la société, et donc nous allons mettre pendant le Covid la Pharmasimple en vente. Alors évidemment pendant le Covid, beaucoup de dirigeants de sociétés de grosses sociétés ne sont pas tout le temps au bureau avec les shutdowns, mais on va finalement avoir en 2021 la société Intermarché qui va faire une offre, une LOI, une lettre d'intention. On peut en parler aujourd'hui, on n'en a pas parlé parce que non, ça fait un moment que ça date, qui va faire une offre de rachat de Pharmasimple pour 39 millions d'euros. Voilà. Alors malheureusement, donc on va rentrer dans les discussions, on va avoir cette LOI et il va y avoir des audits et pour une raison encore un peu inconnue aujourd'hui, finalement on n'ira pas au bout de ce process. Ça sera un tournant pour la société parce que comme vous le savez, quand on vend une boîte, on lève pas des fonds. Et la boîte va se retrouver en difficulté de cash et on va devoir finalement regarder à une autre solution, c'est-à-dire un retournement stratégique, et il va falloir chercher de l'argent rapidement. Alors, une chance ou pas, nous verrons dans le cadre de notre discussion, un broker vous contacte quasiment à ce moment-là. Oui, donc on a eu en fait un contact un peu avant, en fait, dans le processus de vente Intermarché, de négociation avec l'Intermarché. On a eu un broker qui nous a contacté, qui s'est fait passer pour un broker en fait, mais qui travaillait avec en fait Alpha Blue Ocean, en évoquant le fait qu'il avait suivi la société et que cette société en fait avait un fort potentiel et il avait des moyens à disposition sur fonds propres pour pouvoir faire de la croissance et pouvoir faire des opérations de build-up et redonner une nouvelle ligne directrice à Pharmasimple. À ce moment-là, pourquoi avoir choisi Alpha Blue Ocean ? Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Alors, on va rencontrer donc ce broker. On va également rencontrer Hugo Pingré, qui est en fait un des fondateurs de Alpha Blue Ocean, qui viendra me voir chez moi à Bruxelles en coup de vent. Alors, on a besoin d'argent, il faut globalement aller vite. Alors, on va avoir 2 offres. Une offre de Alpha Blue Ocean et une offre d'une autre société qu'on ne citera pas. Cette offre est meilleure que Alpha Blue Ocean. Mais en fait, on va choisir Alpha Blue Ocean pour des questions de feeling. Donc, ils ont l'air sérieux, ils ont l'air de savoir de quoi ils parlent. Donc, je dirais, le début de cette histoire, de cette mauvaise histoire va commencer. Justement, quand vous m'en avez parlé la première fois, vous m'avez dit, il y a une sorte de process dont ils usent avec à la fois des promesses, des tensions et des non-réalisations de leurs promesses. De quoi s'agit-il ? Alors,
bon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que au moment où ils arrivent dans la danse, on doit financer Pharmasimple rapidement. Donc, ils proposent de faire un premier contrat de financement de 10 millions d'euros pour pouvoir nettoyer la société et pouvoir faire une transition vers le next step qui est un projet de build-up et d'acquisition de pharmacie pour vraiment faire le projet d'acquisition. Malheureusement, donc, ils vont demander des garanties. Donc ça, c'est le process. Ils vont demander des garanties. Et les premières garanties qu'ils demandent pour pouvoir faire le deal, c'est de prêter des actions. Alors évidemment, on va demander à tous les actionnaires de Pharmasimple, les gros actionnaires de Pharmasimple, dont les administrateurs, la région wallonne, de prêter ces titres. Personne ne va vouloir prêter ces titres. Donc, étant en confiance, on fait un prêt de titres. Donc mes titres vont partir de Bruxelles en direction des Bahamas, puisque Alpha Blue Ocean est aux Bahamas. Et on envoie nos titres en 2 salves, une fois 100 000 titres et une fois 280 000 titres. Donc ils détiendront la totalité de mes titres. Ils vont également, sur leur contrat, ils ont également une fees. Cette fees sera près de 250 000 euros payable immédiatement. Alors vous me parlez des Bahamas, on le sait, ça, les Bahamas c'est peut-être joli sur le plan visuel, mais ça n'a pas bonne réputation. Ça vous inquiète pas à l'époque? Alors, nous, au moment où on discute avec eux, on ne sait pas qu'ils sont aux Bahamas. Ok, on voit qu'ils ont des bureaux à Dubaï. Ils ont une presse, ils ont un site de présentation internet. Ils disent qu'ils ont ils ont financé plus d'1 milliard d'euros de sociétés. Ce sont en général que des sociétés cotées. Donc l'impression, à première vue, est une bonne impression. On a regardé, on n'a pas trouvé beaucoup de choses, en tout cas dans un premier temps. Et le premier financement, on va dire que l'argent part de Suisse. Donc en fait, ils ont une banque en Suisse et sur le premier financement de 10 millions d'euros, l'argent arrive de Suisse. On n'a globalement pas trop de problèmes. L'argent arrive, ça se passe plus ou moins bien. Ils ont en effet mes actions en garantie. Il y a quelque chose qui va m'interpeller lors du premier financement, c'est que entre la signature et le moment où ils vont demander la conversion, il y a à peu près 1 mois qui va s'écouler. Et moi, je me ferai une réflexion en me disant, tiens, c'est bizarre, ils ont vraiment beaucoup trop d'argent, ils convertissent pas tout, ils convertissent pas. En tout cas, ils laissent aller. En fait, on apprendra qu'après le premier financement, donc lors d'un call que j'aurai avec Hugo Pingret, il se vantera d'avoir vendu mes titres. Et là, il y a une vraie interrogation de ma part en disant, mais putain, il a vendu mes titres. C'est-à-dire que le cours de bourse, au moment où on signe avec ABO, il est à 7-8 euros. Dès qu'on annonce au marché, le cours de bourse plonge à 5. Et en 1 semaine ou 2, ils vont vendre la totalité de mes titres. Le cours va passer à 1,86 €. Donc là, déjà, il y a une première inquiétude. On se dit, mais comment on va faire? Et c'est là qu'il dit, mais écoute, j'ai vendu les titres, ne t'inquiète pas, ça va aller. Il faut également préciser, ça doit être très clair, que sur le contrat de financement, le premier contrat, j'avais droit à des warrants, donc pour pouvoir me reluer au cas où. Et ces notions de warrants, c'était 50% des warrants, j'avais droit. Bon, après le premier financement, on n'a eu rien du tout. Les warrants, ils ont dit qu'ils convertiraient ça ultérieurement, que je ne vais pas m'inquiéter. Voilà. Alors, on voit justement sur le graphique qu'on va montrer les montants, ce qui se passe donc sur le cours de bourse, ce qu'on peut appeler un écrasement. On le voit, c'est très net aussi. Il y a un sujet aussi liquidité, mais comment on explique ce mode de fonctionnement? Comment ils font avec les titres finalement? Alors, bon, évidemment, pour faire tous les débuts d'opération, je tiens à préciser qu'on était épaulé par des gros cabinets d'avocats, on était épaulé par des réviseurs de type Deloitte. Tout le monde est passé à côté. Donc en fait, même Deloitte a dû faire un rapport de dilution pour les actionnaires. Elle s'est complètement plantée. Pas qu'elle était mauvaise, je pense, mais le truc est bien ficelé, bien organisé, et il faut prendre du recul et tout réanalyser, et c'est ce que j'ai fait sur les 8 derniers mois qui viennent de s'écouler. Donc, le mécanisme, il est très simple. Ils disent qu'ils ont de l'argent, qu'ils aident les sociétés, mais en fait, ils n'ont pas d'argent. Ils vont utiliser mes actions
qu'ils vont vendre pour faire du cash. Ils vont utiliser les 250 000 € de fees qu'ils ont. Et cet argent-là, en fait, va servir à payer la première tranche de Pharmasimple pour son financement, puisque le financement se fait par tranche de 500 000 €. Donc, en fait, c'est mon propre argent, c'est mes propres actions qu'ils vont utiliser pour financer la société. Ensuite, la machine est, en fait, si vous voulez, la pompe est amorcée et on va leur donner des obligations convertibles. Un bon investisseur aujourd'hui qui investit dans une société en obligations convertibles, qu'est-ce qu'il fait? Il met l'argent, il attend que la société prenne de la valeur et il convertit. Là, ils n'ont pas d'argent, donc ils ne mettent aucun argent de leur poche. Ils vont utiliser la conversion, donc ils vont convertir directement les actions, ce qui fait une pression vendeuse sur le cours, et donc on a de plus en plus en fait le cours qui descend et donc de plus en plus de dilution. On a dans les graphiques, dans les documents qu'on montre ici, en fait, je vous ai un peu rétabli un Excel. Alors c'est un Excel qui est fait sur base des valeurs de cours de bourse de clôture et de conversion moyenne. Donc en fait, on voit simplement qu'en fait à chaque mois, j'ai fait des clôtures volontaires pour un peu voir où ils en étaient dans leur PNL. Ils gagnent de l'argent sans mettre 1 €. Donc en fait, ce sont des recycleurs d'argent à une vitesse V'. Ce qui est frauduleux aujourd'hui, c'est qu'on vous promet des montants de financement, mais c'est pas leur argent. Parce que si vous regardez un peu ABO, et on le verra plus tard dans la vidéo, ils ont fait plein de deals, ils devraient avoir des fonds propres d'1 milliard d'euros. En fait, non, ils utilisent l'argent des petits porteurs français pour recycler l'argent et pour financer les boîtes, mais surtout pour s'enrichir. Alors, pour vous, concrètement et directement, les 3 millions d'euros deviennent 180 000 € après ces opérations. C'est énorme comme décote. Oui, donc d'abord, on a déjà un cours de bourse au moment où on annonce la collaboration avec ABO qui s'effondre, puisqu'on signe le 28 août 2021 le premier contrat. Au mois de juin-juillet, le cours de bourse était à entre 7 et 9 €. On peut vérifier. Et une fois qu'on va signer, le cours descend à 5. Et un mois après, en fait, en 3 semaines, entre août 2021 et le décembre 2021, en 3 mois, le cours de bourse a perdu 99% de sa valeur. En fait, comme ils ne mettent pas d'argent, ils utilisent un système qui est légal, mais à utiliser de manière outrancière. Et ils mettent la pression sur le cours parce qu'ils veulent prendre du cash et le cours descend. Vous êtes en quelque sorte tout nu à ce moment-là, c'est-à-dire que votre participation ne représente que 0,1% du poids. Ouais, donc à partir de décembre 2000, 3 mois après le financement, je ne pèse plus dans la société que 0,1% du capital. En 3 mois, j'ai perdu la totalité. Alors, en effet, mes actions valaient plus de 3 millions d'euros à ce moment-là, au moment où l'action, après avoir fait l'annonce, puisque avant avoir fait l'annonce, on pesait encore 5 millions d'euros mes actions valaient encore plus de 5 millions d'euros dans cette histoire. Au moment du dernier, finalement, à la fin du financement, en décembre 2021, mes actions ne valent plus que 181 000 €. Alors là, ils sont très malins, en fait. Donc, ils ont vendu mes actions, ils ont pris le cash pour eux, et ils me rendent mes actions, ça vaut 180 000 €. Alors, ils vont finalement, et c'est ça la force de ces gens-là, c'est qu'ils sont très persuasifs, ils racontent des histoires, et c'est la force finalement de gens peu scrupuleux, c'est leur niveau de persuasion. On l'a vu dans l'histoire de la finance, que finalement les plus grands escrocs finalement arrivent à raconter des histoires. Ils racontent des histoires aux curateurs, aux administrateurs de faillite. Ce qui se passe vraiment à ce moment-là, c'est que vous pourriez me dire, mais pourquoi on continue le financement? Donc en fait, le cours de bourse est à 1,86, il va descendre à 0,86. Je pense au 31/12, on est à 0,86. Donc Pharmasimple déjà a perdu toute sa substance. Et là, moi, je suis très inquiet. Alors, je vais interroger le listing sponsor de Pharmasimple, qui est quelqu'un de très efficace, qui nous suit depuis 12 ans, et on va interroger en disant, écoute, Emmanuel, on a besoin d'argent, on a besoin de sortir de cette histoire d'ABO,
Le vrai problème, c'est qu'une fois qu'ABO est dans votre capital, il n'y a plus personne qui veut rentrer dans votre capital. Donc en fait, on est pris en étau parce qu'en fait, tout le monde sait, en tout cas sur la place de Paris, qu'une fois que ces gens rentrent dans les sociétés, la misère commence et donc on n'a pas d'autre solution. Donc ces gens vont me rassurer, les fondateurs de ABO vont me rassurer, ils vont me dire qu'il ne faut pas s'inquiéter, que le cours de bourse va remonter, que de toute façon j'ai des warrants qu'on va exercer pour me reluer, et aussi ils disent bon, on va faire un gros financement là maintenant pour acheter des pharmacies, on va créer de la valeur, ça va aller et on vous donnera 50% des fees de ce contrat par après. Alors ça, c'est effectivement le nouveau plan, hein, d'ailleurs, dont vous parlerez sur la bourse et la vie.com à ce moment-là, avec ce changement de business model. Mais dans cette période-là, quand même, vous le constatez. Et puis, on pense bien entendu aux petits porteurs, aux actionnaires individuels. Ils le voient aussi. Il y a quand même de moins en moins de liquidité sur le cours de bourse de Pharmasimple. Oui, donc en fait, on signe ce fameux contrat de 200 millions. Donc encore une fois, on va devoir faire un rapport de dilution. Évidemment, Deloitte est un peu plus attentif, mais se plantera encore une fois. Les avocats vont regarder les contrats. On doit justifier pourquoi on veut lever 200 millions d'euros. Le vrai sujet, finalement, de manière globale, c'est que si on veut vraiment faire un succès, il nous faut beaucoup plus de moyens. Et c'est une des raisons aujourd'hui, parce que beaucoup diront, mais on va chez ABO quand tout va mal. En fait, nous, on est allé chez ABO. Oui, on avait besoin de liquidité, mais en fait, ABO proposait des grandes lignes de financement. Et nous, on a cru à ces grandes lignes de financement. Et ça, c'est le modus operandi d'ABO. Qu'est-ce qu'ils font? Ils savent, en fait, eux, à ce moment-là, au moment où ils signent tous les contrats de financement, ils savent très bien que leur produit et leur manière de faire est complètement pourrie, qu'on va vers, en général, des crashs de sociétés ou des faillites. Nous, on ne le sait pas à ce moment-là, mais eux, ils le savent très bien. Donc, ils vont prendre en bon état de cause mes actions, ils vont les vendre. Ils savent très bien qu'en fait, des types de financement comme ça sont très agressifs, mais ne peut parfois ne pas l'être. Il suffit d'avoir simplement de gérer ça en bon père de famille. Si vous avez de l'argent derrière pour tenir, vous n'êtes pas obligé de convertir. Et donc le mécanisme est très simple, c'est que c'est comme une courbe de Gauss. En fait, leur principe c'est, et personne ne l'a bien compris, mais non, moi je le maîtrise à la perfection et je veux essayer de l'expliquer à tout le monde aujourd'hui, c'est que vous leur donnez des obligations convertibles, ils vont convertir tout de suite parce qu'ils ne prennent aucun risque d'exposition. Au moment donné où votre cours de bourse est à 5, 6, 7 euros, le cours de bourse en fait est moyennement liquide. Le cours de bourse descend parce qu'ils font une pression vendeuse sur le cours de bourse de manière significative. Qu'est-ce que se dit à ce moment-là le petit porteur? Le petit porteur dit chouette. En fait, la société a plein de perspectives. Elle est fantastique. Le cours de bourse est vraiment massacré pour rien. C'est une bonne opportunité de rentrer. Et donc, c'est un piège qu'il crée parce qu'en fait, le cours de bourse descend. Donc, en fait, il donne de l'attrait à l'action. Beaucoup de petits porteurs se mettent à acheter. Donc, on a une liquidité qui monte en flèche. On arrive au sommet de la courbe de Gauss, qui est en fait une liquidité qui est maximum. Et puis, le problème, c'est qu'il continue à mettre la pression sur le cours. Et là, on commence à aller aux abysses. 0,01, 0,001. Et là, à ce moment-là, en fait, tout le monde se désintéresse du coup de la société. Et donc, on a une chute brutale de la liquidité. Et c'est là que le danger arrive. C'est qu'en fait, il n'y a plus de liquidité. Et on l'expliquera. C'est que, évidemment, moi j'ai le recul aujourd'hui, c'est qu'ils vont utiliser une méthode qui s'appelle le reverse stock split. Le reverse stock split, c'est en fait une agrégation d'actions, c'est-à-dire qu'on va prendre le nombre d'actions, on va le diviser par un coefficient pour remonter la valeur. On crée pas moins d'actions, on diminue pas la valeur, on fait simplement une réduction du nombre d'actions pour augmenter la valeur de l'action. Et ça permet quoi? Ça permet de continuer à retrader. On perd la notion de à combien la cour de bourse était avant ce reverse stock split, et donc on redilue encore les actionnaires. Et donc ça, c'est une méthode en fait qu'ils utilisent. Ils l'ont utilisée de manière très agressive dans Neovac. Alors évidemment, on a du recul. Moi, à l'époque, je ne le sais pas, évidemment. Hein. Si je le savais, je ne l'aurais pas fait. Évidemment, on aurait arrêté ça tout de suite. Et c'est ce qui va leur permettre, en fait, de continuer à lancer cette machine infernale. Donc voilà. Alors, on réexpliquera, mais donc le cours descend. Vous avez une option, c'est le reverse stock split.
pour remonter le cours de bourse et puis il continue à trader. Ce qui va se passer dans Pharmasimple, c'est la catastrophe en fait. C'est que au début, et j'ai regardé un peu l'historique de ces gens-là, en fait au début de l'histoire, ils commencent à financer des boîtes 4 ans avant, tout se passe bien, les petits porteurs ne comprennent pas, le marché ne comprend pas, donc ils utilisent des stratégies, donc le petit porteur achète du papier, mais en fait Pharmasimple, c'est finalement la société de trop qui va être financée par ces gens. Et en fait, tout le monde est au courant et à un moment donné, il y a une décrédibilisation de ces gens sur le marché et de la société. Et après avoir mis à peu près 6 millions d'euros dans la société, donc sur le contrat de 200 millions, la liquidité s'arrête. En juillet 2022, puisque, petite parenthèse, on signe le contrat de 200 millions d'euros au mois d'avril 2022, la liquidité s'arrête, commence à freiner en août 2022. Donc les gars, ils vous ont promis 200 millions. Vous êtes en train d'acheter des pharmacies en crédit vendeur. 4 mois après, ils sont en train de vous appeler et vous dire qu'il y a tout qui va mal. Justement, à ce moment-là, dans cette période de tension que vous racontez, de risque aussi pour Pharma5, puisque vous parlez du fait qu'il n'y a plus de liquidité, le fondateur d'Alpha Blue Ocean, Pierre Vanineuse, vous appelle. Il vous propose une invitation, entre guillemets, vous dites, afin de vous détendre aux Bahamas. Oui. Alors, on va faire plusieurs voyages aux Bahamas. On va d'abord en faire un premier avec mon épouse en novembre, après avoir signé le premier contrat. Moi, Pierre Vanineuse, je ne le connais pas, je l'ai pas vu. Je le contacte et je lui dis, écoutez, ça serait bien qu'on se rencontre parce que vous êtes en train de financer ma société et j'aimerais bien savoir à qui j'ai affaire. Et on est reçu aux Bahamas, on arrive aux Bahamas, on va rester 2 jours ou 3 jours. On est reçu chez lui, donc il faut savoir qu'aux Bahamas, c'est que des milliardaires, hein, soyons clairs. Vous êtes dans des clos fermés, vous rencontrez des héritiers de Glencore, les Bill Gates, enfin tout le monde est là-bas, toutes les grosses fortunes, vous rencontrez plein de gens intéressants. Et Pierre Vanineuse est dans un écosystème qui donne la confiance. Vous avez plein de gens très fortunés, il va vous expliquer ce qu'il fait. En fait, vous sortez de cette entrevue, vous dites, ok, le gars il pèse, c'est quelqu'un de sérieux, et ça renforce la confiance. Alors mon épouse, pendant, va avoir un doute. Elle me dit c'est trop beau, c'est une drôle d'histoire. Je sais qu'elle va faire un meeting, elle va faire un meeting avec Pierre Vanineuse une après-midi qui va lui expliquer comment comment il est arrivé à un succès pareil. Bon, voilà. On rentre et je vais vous dire, je me souviendrai toujours de cette phrase. Ma femme m'a dit dans l'avion, écoute, on avait besoin de faire cette transition, on a réussi, c'est super pour la société et pour les actionnaires. Donc on est convaincu qu'on va faire un nouveau succès. Voilà. Donc ça, c'est le premier rendez-vous. Le deuxième rendez-vous sera au mois d'août. En effet, on est sous pression. Moi, j'ai plus de valeur dans la société. Chose qu'on a oublié d'expliquer, c'est qu'en fait, Pierre Vanineuse va demander au deuxième financement de convertir les warrants du premier financement, de pouvoir les convertir, donc de figer la valeur. Et donc, il va figer la valeur. Les avocats vont travailler dessus. Et donc, la première et la deuxième tranche, surtout la première tranche, il reçoit 5 millions d'euros d'obligations convertibles. Les 5 millions d'euros d'obligations convertibles sont répartis de la manière suivante. Pharmasimple recevra en cash 2,3 millions d'euros. Par contre, il reçoit le delta, 2,7 millions d'euros d'obligations convertibles gratuites qui sont la conversion des warrants. Sur ces 2,7 millions d'euros, j'avais droit à 1,3 million d'euros que je n'aurais pas. Il va convertir, il va les vendre et il va prendre l'argent pour lui. Donc ça, c'est ce qui va se passer. On arrive en août, ils essaient toujours d'être rassurants, mais on sent la pression qui monte. Je suis en effet invité aux Bahamas. Je vais passer pas mal de temps et ils nous invitent sur une île privée au large des Bahamas avec ma famille.
On sent, évidemment, vous êtes déconnecté de la réalité parce que vous êtes sur une île. Il n'y a pas un yacht qui peut accoster à moins d'1 kilomètre de l'île. Vous êtes sur un truc paradisiaque. Je vous envoie une petite vidéo. Donc, on est dans une situation, une mise en scène qui a pour but de nous rassurer sur la situation. Le vrai problème, c'est que à ce moment-là, donc tout se passe bien, 3-4 jours, on rentre à Nassau et il me dit, écoute, on doit aller voir un des avocats à Miami de trucs pour discuter un peu du dossier. Tu vas m'accompagner et on prendra un jet. Et donc je vous montre un peu finalement les documents. Donc en fait, dans ce jet sera présent sa femme, sa nounou, ses enfants, lui. Finalement, on a en effet un rendez-vous d'affaires, mais en fait, on comprend qu'en fait, on est 2 jours là. Sa femme va faire du shopping. Enfin, c'est open bar. Et puis nous, on rentre à Nassau. Et on reprend l'avion pour rentrer sur la Belgique. On est fin août, c'est début septembre, c'est la rentrée des classes. J'ai un appel, je m'en souviendrai aussi, j'ai un appel de Pierre Vanineuse qui est de plus en plus inquiet sur la liquidité de cours de bourse de Pharmasimple. Et qui me dit, écoute Mickaël, j'espère que ça se passe bien, il faut acheter des pharmacies, il nous faut du news flow parce que la liquidité est pas bonne. Je ne comprends pas cette insistance sur le fait. Pour moi, dans ma tête, il a toujours les moyens derrière de faire face, puisque nous, à ce moment-là, il faut savoir qu'on a signé le deuxième contrat de financement en avril. On commence à acheter des pharmacies en vendor loan en mai. Donc, pour rappeler aux actionnaires, le vendor loan, c'est un crédit vendeur, donc on n'est pas propriétaire des pharmacies. On va l'être progressivement en fonction d'un paiement qu'on étale sur 2 ans. Et l'objectif était de pouvoir vite monter en puissance pour pouvoir faire le retournement stratégique. Heureusement, finalement, moi, sur ces contrats de vendor loan, je vais faire viser ça par les avocats de Pharmasimple en disant que si jamais il y a un problème avec Pharmasimple, les pharmaciens pourront récupérer leur pharmacie moyennant de garder la somme de 50% du montant versé. Et donc ça, c'est ce qui se passe. Et donc, il y a une inquiétude qui est grandissante. En septembre, il m'appelle, et fin août, début septembre, quand on vient à peine de rentrer des Bahamas, il m'appelle. Il m'explique que c'est tendu et il m'explique, by the way, tu sais, notre petite escapade là, il va falloir que tu payes. J'ai dit, attends, tu m'as invité là, Pierre. Moi, j'ai dit, j'ai t'ai prêté mes actions. Tu m'as spolié là. Tu me dis que tu vas m'envoyer des warrants. Je vois rien arriver. La société elle a besoin d'argent. Non, mais il faut que tu payes. Moi, je vais t'envoyer une facture de fees. C'est pas à moi à payer. Je dis attends. Donc là, ça commence un peu à m'agacer parce qu'en fait, tout ce qui est toujours dit n'est jamais respecté. Et alors, il vient avec la surprise du chef. La surprise du chef, c'est Phytocan. Phytocan, c'est une société qui a été créée par Alexandre Lacarré, qui fait du CBD, qui est en Suisse. Et cette société, je ne le sais pas, Pierre me dit, écoute, moi je voudrais te discuter, je voudrais que tu finances Phytocan. Et donc nous rentrons dans une discussion où moi je dis, bon, à première vue, je suis pas contraire je veux bien regarder le dossier, mais là où ça devient compliqué, c'est qu'en fait, la société, il veut la survaloriser. Je comprends pas bien pourquoi. Il donne une valorisation de 100 millions d'euros pour cette société. Il veut que Pharmasimple injecte 5 millions d'euros dans cette société. Et derrière cette société, et il me dit, je vais t'envoyer du financement et tu enverras des tranches de 250 000 à Phytocan. Moi, je lui dis, écoute, non. Et là, changement de décor. Il devient menaçant. Il me dit, écoute-moi bien, tu vas faire ce financement, sinon moi j'arrête de te financer. Donc, pour rappel, on est complètement liés. Ce gars, il n'y a plus personne qui veut rentrer dans la société. Et donc, les menaces commencent à devenir grandissantes. Et donc, on doit faire ce Phytocan. Donc,
Apparemment, donc il me dit donc pour des questions de bon respect des pratiques de marché, je ne vais pas apparaître, mais donc il y a un avocat, Edouard Keller, qui va être l'intermédiaire de ce deal. Et là, au moment où je fais l'augmentation de capital, qui se fait à distance, puisque c'est une augmentation de capital différée, donc enfin Pharmasimple promet de mettre 5 millions d'euros dans la société, par tranche. Qu'est-ce que je vois dans les documents? Vanguard. Vanguard, c'est une société qui est aux îles Caïmans, qui appartient à Pierre Vanineuse. Et cette société, en fait, est actionnaire de Phytocan. Alors là, je me dis, on a un très gros problème, conflit d'intérêts et tout ce qui va avec, d'où la raison où il dit qu'il va mettre son avocat, qu'il fait une muraille de Chine. Enfin, c'est du bullshit. Il est derrière à 100%. Et dans cette histoire de Phytocan, j'apprends en fait du fondateur qu'en fait il doit rembourser Pierre Vanineuse. Il a besoin d'argent, il doit rembourser Pierre Vanineuse. Et en fait, Pierre Vanineuse va en fait utiliser le marché pour financer cette société, pour pouvoir récupérer l'argent à titre personnel ou par Vanguard au travers de cette société. L'augmentation de capital est signée, on est dans une misère pas possible, et ce dossier Phytocan va revenir à de nombreuses reprises sur la table. Nous sommes en août, les liquidités sont très mauvaises. Et puis on a un appel d'Hugo Pingré qui va nous dire « Écoute, tu vas faire une communication au marché, vous allez arrêter, on va suspendre le financement de 200 millions. » On va faire un loan pour rassurer le marché. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que, et ça je pense que le marché l'a compris, c'est que pendant tout ce temps-là, ils vont convertir la tranche 1 et la tranche 2 qu'on a tirées sur le financement de 200 millions. Donc en fait, ils continuent à tirer, on ne crée pas des obligations converties, mais ils continuent à tirer. Ils vont, avec cet argent-là, envoyer de l'argent à Pharmasimple sur le loan, à peu près 3,6 millions, mais ce n'est pas leur argent. C'est l'argent du tirage, de nouveau. Et là, il y a encore des discussions, et donc les mails en tout cas les mails que je vous ai procurés, Monsieur Testo, vous pouvez en attester, hein, on est assez factuel sur ce qu'on dit. Vous voyez qu'en fait, il y a des discussions. J'explique en fait le besoin de cash, puisqu'on a des vendor loans en cours et de 1,4 par mois. Et en fait, Pierre Vanineuse dit non, on n'en verra que 700 000. Et en fait, le temps s'écoule, on est septembre, octobre, novembre, il n'y a pas l'argent qui arrive et les problèmes de Pharmasimple commencent à arriver puisqu'il faut payer les vendor loans aux pharmaciens. Il y a de plus en plus de tensions, on comprend dans ce que vous dites entre vous et Alpha Blue Ocean. Dans votre agenda, vous retournez quand même aux Bahamas malgré déjà tout ce qui s'est passé, donc au mois de novembre, vous y retournez. Oui, donc la tension est très palpable. En fait, il y a des discussions avec Hugo Pingré. On arrive à essayer de trouver un accord, puis finalement Pierre Vanineuse repasse derrière et il change les lignes directrices. Donc en fait, ABO ne nous envoie pas l'argent nécessaire au projet. Donc les liquidités de Pharmasimple sont plus mal. Donc on va vers une pente glissante catastrophique et les liquidités de Pharmasimple sont de plus en plus mauvaises. Ce qu'on oublie de dire, il y a un élément additionnel qui va s'ajouter, c'est que en juillet, comme je vous l'expliquais, Pierre Vanineuse dit il faut faire un reverse stock split. Moi, je sais pas ce que c'est un reverse stock split. Je le saurais, aujourd'hui je le sais, je peux l'expliquer très clairement. Donc agrégation d'actions comme on l'a expliqué tout à l'heure. Moi au début c'est tout nouveau. Je comprends pas pourquoi, il vient encore avec cette fantaisie. Maintenant aujourd'hui je le comprends, c'est que sans ça, il sait plus trader en fait sur le cours de bourse. Alors là, on va avoir une action minoritaire qui est menée par Martin Genot, la région wallonne. Bon, je la comprends pas l'action minoritaire parce que moi, mon objectif, moi, vous savez, j'ai plus d'argent, mes actions valent plus rien. Je suis finalement un CEO d'une société qui doit faire un projet. Je ne suis plus incentivé et donc je comprends pas finalement l'attaque minoritaire à ce moment-là parce que mon objectif c'est de préserver la société, de préserver l'intérêt de tout le monde et surtout de pouvoir continuer à développer la société.
aujourd'hui je la comprends, l'action minoritaire. Ils ont eu raison, essayer d'en tenter, mais elle était mal placée au mauvais moment et elle a retardé. Et donc ça met une pression supplémentaire à Pierre Vanineuse qui continue à convertir, mais sur un cours de bourse qui est à 0,0001. On aura une note de Euronext qui dit attention, votre cours de bourse est à 0,001. On ne sait plus trader sur ce cours de bourse. Donc il faut faire ce reverse stock split. Et donc tout ça va aggraver la situation de Pharmasamp qui ne reçoit plus d'argent. Et finalement, on lance évidemment, on va essayer de se défendre contre ce reverse stock split. Donc on va aller faire devant les tribunaux pour expliquer qu'écoutez, il faut que ce reverse stock split passe parce que sinon nous on n'est plus financé. Et donc ce reverse stock split est finalement possible fin 2022, mais donc en décembre. Mais en novembre, la situation est tellement tendue que moi je dis à ma femme, je prends un avion. On est le 20 novembre. Je prends un avion, on s'en va. Je m'en vais aux Bahamas tout seul, je vais voir Pierre Vanineuse. L'entente est cordiale. Évidemment, il y a le sujet action minoritaire. Et puis, il y a une nouvelle histoire qui arrive sur une après-midi de discussion. Vous savez, aux Bahamas, Pierre Vanineuse aime bien les substances un peu illicites. Et il est un peu défoncé. Et il me sort une histoire en disant qu'il a besoin d'argent et qu'il a mis en place tout un système avec une certaine personne qu'on ne citera pas ici, mais qu'on communiquera aux autorités, qui va permettre de prendre le contrôle d'autres sociétés pour les financer, pour pouvoir récupérer l'argent et se partager l'argent. Alors là, écoutez, moi ce soir-là, je suis rentré à l'hôtel, j'ai appelé mon épouse, je me suis dit, écoute, j'ai l'impression on glisse doucement vers quelque chose de grave. J'explique cette histoire, ma femme m'a dit, écoute, tu prends un avion, tu rentres, c'est fini, quoi. Et pour moi, l'histoire va se terminer. En fait, ce sont des arrangements illégaux. Il y a des choses qui sont pas claires derrière tous ces financements. Et je rentre. La tension est à son maximum. Surprise à mon retour, les avocats d'ABO, on ne citera pas le nom, mais elle se reconnaîtra, va appeler mon avocat en disant « Mickaël prend l'argent de la société, on veut qu'il fasse un pas de côté ». Mon avocat m'appelle et me dit « Mickaël, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Je dis « Écoute, j'en sais rien. Je reviens des Bahamas, j'ai appris des choses, je suis un peu perturbé, mais bon voilà, jamais on n'a parlé de ça. Écoute, là ils veulent que tu fasses un pas de côté. Je dis écoute-moi bien, moi j'ai rien à me reprocher, je ferai pas de pas de côté. La tension monte, Hugo Pingré essaye de calmer un peu le jeu. On est en décembre. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en novembre, quand je vais me rendre là, Pierre Vanineuse est sous pression maximum. Il me dit, attention, on n'a plus d'argent, on va faire faillite avec tes conneries de pharmacie, on ne sait plus t'envoyer d'argent, renvoie tes pharmacies, revends-les, nous on ne sait plus faire. Et j'ai dit, attends, tu viens de signer un contrat de 200 millions en avril, on est en août, et tu me dis que tu n'as plus d'argent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc, c'est très tendu. Tout ça pour me dire qu'ils vont maintenant commencer une nouvelle histoire. Ils vont raconter une nouvelle histoire à tout le monde en disant que finalement Mickaël prend de l'argent de la société, qu'il s'achète des voitures et c'est chic et c'est tchac. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Oui, ma rémunération a augmenté, mais Pierre Vanineuse était bien au courant de ma rémunération et l'augmentation de la rémunération était liée au fait qu'il y avait plus d'incentive pour moi dans la société et qu'il devait mettre en effet 200 millions d'euros. Et donc, c'est toute une histoire. Petite parenthèse, dans les pharmacies qui sont vendues, mes pharmacies à moi sont vendues. Elles sont vendues en vendor loan également. On a respecté les conflits d'intérêts. J'ai fait un rapport de réviseur sur la valorisation de mes sociétés. Petite parenthèse, mes sociétés font du trading de produits cosmétiques qui a lourdement contribué à la croissance de Pharmasamp dans le passé. Et donc elles ont une valorisation qui est additionnelle à la valeur des pharmacies. J'ai un rapport, le conseil d'administration
va demander 2 rapports de réviseurs additionnels sur les sociétés que je vais apporter à Pharmasimple. Et je ne vais pas participer à la délibération, et ces sociétés vont être finalement, la valorisation de ces sociétés vont être, il y a une moyenne qui va être faite, et elles vont être apportées à Pharmasimple en vendor loan, suivant un contrat qui a été visé par les avocats de Pharmasimple pour respecter le conflit d'intérêts et par mes avocats. Et je n'interviens pas dans la négociation. C'était bien écrit dans les PV de CA. Et donc, ces pharmacies sont apportées et les avocats demandent qu'en effet, je respecte, que je fasse la même chose qu'avec les autres contrats de pharmacie, c'est-à-dire qu'elles me soient payées et que j'ai la possibilité à un moment donné de convertir cette dette en action pour pouvoir éventuellement me relever. Ça, c'est la petite parenthèse. Alors, en décembre 2022, il y a plus d'argent, ça devient plus que critique, la situation de Pharmasimple, on peut le dire, et il y a plus d'argent surtout pour payer les équipes. Et dans ce contexte, nouveau contexte, encore délicat, vous dites qu'il y a une tentative de prise de contrôle de Pharmasimple. Oui, donc en fait, au retour de novembre, moi je contacte les pharmaciens et je leur dis, écoutez, on ne pourra pas continuer à payer les vendor loans, et on va en voir au fur et à mesure, ils vont commencer à reprendre leur pharmacie, donc ils garderont 50% suivant le contrat des montants qu'ils ont perçus, ce qui permettra en fait à Pharmasimple d'avoir de la liquidité pour payer les salaires des gens, donc je bricole pour pouvoir payer les gens et pas laisser tout le monde en plan. Il n'y a toujours pas d'accord avec ABO. Et ils viennent avec une énième histoire qui est un nouveau prêt de 2 millions d'euros. Ce prêt de 2 millions d'euros est plein de default, c'est-à-dire que plein de conditions suspensives. Pour que ce prêt soit réalisé, par l'intermédiaire de leurs avocats belges, ils vont demander les business plans. Alors ils diront qu'ils vont mettre une muraille de Chine entre eux et les traders, mais c'est du bullshit, tout le monde est au courant de tout, les documents ci-joints en attestent. Ils veulent accès au business plan, ils veulent que le CEO ne se rémunère plus à partir de janvier 2023. Ils veulent nommer un administrateur indépendant, enfin nommé par ABO, qui est en fait un trustee qui s'appelle Jean-Paul Mikkelsen. On reviendra sur lui, voilà. Ils veulent que tous les virements aux fournisseurs soient visés par Jean-Paul Mikkelsen, donc à partir de janvier. Bref, on ne sait plus rien faire. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec 250 000 euros par mois, on n'arrive pas à payer tout ce qu'on doit payer. Depuis 4 mois, ils nous baladent, on a perdu de la liquidité et donc par conséquent, on n'a pas reçu l'argent nécessaire. On ne sait plus payer les vendor loans, on ne sait plus payer les pharmaciens et on est en difficulté, très clair. Et ça fait partie des conditions de défaut de leur dernier contrat. Et en fait, nos avocats nous diront de toute façon, Michael, c'est mort, c'est fini, que tu signes ce contrat ou que tu ne le signes pas, de toute façon, il y a tellement de default partout qu'à tout moment, ils peuvent dénoncer le contrat. Et tout est en fait bien orchestré, c'est-à-dire que finalement, en janvier 2023, on reçoit le 10 janvier un mail de Edouard Keller qui nous dit « Maintenant qu'on peut reprendre les obligations convertibles, merci de confirmer, de publier au marché que nous n'avons jamais eu aucun accès à des informations privilégiées ou des business plans. » C'est faux. On ne fera aucune déclaration au marché parce que c'est du mensonge couvert par leurs avocats. Donc c'est excessivement grave. En plus de ça, on va demander le premier tirage de 250 000 euros en janvier. Et la première chose qu'ils feront, c'est merci de nous confirmer qu'il n'y a pas d'éléments de défaut dans votre chef. On dira, comme vous le savez, nous n'avons pas d'éléments de défaut, mais vous avez bien eu accès à tout, ils savent qu'on a du retard sur les fournisseurs et que c'est un élément de défaut. Ils vont commencer à envoyer de l'argent, mais Jean-Paul Mikkelsen, on lui envoie les paiements pour validation. Alors, c'est pas moi qui fais les paiements, ça c'est important de le préciser. On a un nouveau CFO, puisque notre CFO a vu la mascarade qui s'est passée fin d'année 2022 est partie. Donc, on a dû trouver en urgence un nouveau CFO. C'est lui qui traitera tous les paiements de Pharmasimple. On va s'exécuter, on va suivre tout à la lettre, mais on est en perfusion, soyons clairs. C'est fini, l'histoire est terminée là. Donc nous, on essaye de payer les gens, on essaye de faire bien, mais il faudrait un miracle pour qu'on finalement s'en sorte. Et là, nouveau coup
stratégique avant l'avant-dernière tranche des 250 000 au mois d'avril. Il nous envoie une lettre en disant qu'en fait nous avons menti, qu'il y a bien des défauts, que par information, je ne sais pas de quelle information ils sont au courant, il y a bien des défauts de paiement et que ça fait partie des conditions suspensives. Ils nous enverront une belle lettre et disent donc par conséquent nous arrêtons le prêt de 2 millions. Donc ça ne fait que finalement que le troisième ou quatrième document ou engagement d'ABO qui ne sera jamais respecté et qui finalement mettra Pharmasimple KO. Donc on va se laisser quelques jours de réflexion. On reçoit une énième lettre qu'on présente ici de nos amis qu'ils demandent de convoquer une assemblée générale extraordinaire, révocation de tous les administrateurs et du CEO, donc ils veulent prendre le contrôle et nommer un certain Victor Umberdo. On va en reparler de cette personne. Et donc voilà, l'histoire est faite. Pharmasimple est en faillite et on va au tribunal annoncer la faillite. Là, vous allez au tribunal et Alpha Blue Ocean explique que vous, Michael Willem, vous n'avez rien compris, que vous êtes un incapable et que eux, ils veulent quelque part vous enlever de la boîte pour remettre de l'argent. Voilà. Donc, ce qui est fantastique, c'est que devant le tribunal des faillites, et je n'invente rien, tout ça est public. Donc il va y avoir 2 audiences. La première audience, c'est qu'en fait ils expliquent qu'en fait Monsieur Willem c'est un incapable, il a dilapidé l'argent, ils disent qu'ils ont mis 24 millions dans la boîte, c'est pas leur argent, je reprécise, c'est les petits porteurs, et qu'en fait voilà, eux ils sont prêts à continuer à remettre de l'argent, mais ça sera pas avec le management actuel. Alors moi je vais très très clairement expliquer en fait que ça c'est du bullshit. Ils vont nommer encore un homme de paille comme ils ont l'habitude de faire, qui va finalement prendre le contrôle. Ils vont raconter une nouvelle histoire au marché, puisque ça c'est leur force, c'est de raconter des nouvelles histoires avec leur homme de paille pour pouvoir remettre des nouveaux contrats d'obligations convertibles pour mettre de l'argent et du cash dans la société. Pour pouvoir finalement se répartir et se partager l'argent. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça qu'ils l'ont fait sur d'autres financements. Donc le modus operandi est toujours le même. Je pense que tout le monde est stupéfait par ce que je dis. Il va y avoir 2 semaines de réflexion et parallèlement à ça, ils ont lancé une requête unilatérale pour nommer un administrateur provisoire. Donc ça vous fait encore passer pour un clown. Et puis finalement, il y aura le jugement qui tombera. Les juges se sont renseignés sur ABO. Ils ont peur d'être instrumentalisés et ils mettent la société en faillite. ABO fera appel de la faillite. Ça va durer encore 4 mois. On va avoir droit à toutes les conneries qu'on peut entendre pour finalement, définitivement, mettre la société en faillite le 20 décembre 2023. Alors dans cette période critique, on peut le dire, pour la société Pharma5, vous recevez plusieurs appels de Jean-Paul Mikkelsen, qui est un administrateur indépendant qui avait été nommé par Alpha Blue Ocean. Ouais. Oui, en effet. Donc Jean-Paul Mikkelsen est quelqu'un qui vit aux Bahamas. C'est un lobbyiste, un homme d'affaires. Il va être proposé par ABO, nommé comme administrateur dans le dernier contrat de financement. Alors, en fait, là, on va écouter les enregistrements vocaux. Le problème, c'est que si on laisse le choix à eux, ils convoquent un conseil d'administration à leur temps, quand ils veulent, sans de nous demander quoi que ce soit, et ça peut être demain. Donc, autant d'être proactif et de leur dire, écoutez, oui, on démissionne comme administrateur, délégué, machin, etc., mais il nous faut au moins 2 semaines, 3 semaines, etc., de réorganiser le management de la société. Donc, à mon avis, il faut mieux qu'on réagisse, Annabelle, et ne pas laisser ça à eux, parce que eux, ils peuvent rentrer demain et dire, va vous faire foutre tout le monde, et ils reprennent la boîte demain. Et on n'aura rien à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on n'aura même pas accès aux pharmacies. Je sais que c'est le 23 mai. Michael, j'ai discuté là-dessus avec Michael, mais je crois que c'est mieux que c'est nous, en demandant, en disant, voilà, c'est ça qu'on va faire, si on laisse ça à eux, ça va être tout de suite, immédiat.
qu'est-ce qui se passe exactement et qu'est-ce qu'on dit? Donc en fait, on entend Jean-Paul Mikkelsen qui le dit à Annabelle, mon épouse, et qui parle à Annabelle et qui lui dit, mais en fait, ils vont prendre le contrôle, c'est mieux de démissionner maintenant avant qu'ils prennent le contrôle. Voilà. Et tu leur laisses la boîte et ça se passera mieux comme ça et on verra après. Donc en fait, cette personne sait très bien ce qu'ils vont faire. Leur stratégie, c'est de prendre le contrôle de la société. Donc ça va plus comme eux ils veulent, et donc ils vont prendre le contrôle, comme ils ont fait avec d'autres sociétés. Et donc Jean-Paul Mikkelsen, plutôt que d'aller au clash, vient en bon parleur en disant, écoute, on sait ce qui va se passer, c'est mieux qu'on démissionne, on leur laisse la société, et tchic, et tchac, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on entend. Alors Jean-Paul Mikkelsen va jouer un rôle encore plus malsain dans les mois qui vont arriver, c'est qu'en fait, Jean-Paul Mikkelsen, parallèlement à ça, propose un contrat de financement pour relancer l'activité de rachat de pharmacie. Et donc ça, c'est les documents que nous voyons à l'écran à l'instant. Et alors, le pire de ça, c'est qu'en fait, ce gars va nous faire signer une LOI pour 6 millions de dollars pour financer le rachat de pharmacie et redémarrer. Salut Michael, je viens de voir l'email moi-même. Non, les fonds sont déjà libérés envers nous. Donc, une fois qu'on a montré, primo, qu'on a l'assurance en place, immédiatement, on est capable de mettre l'argent sur ton compte chez Coroner et on ira de là. Les cartes, ça va prendre un tout petit peu plus longtemps, donc tu seras obligé de transférer l'argent de ton compte chez Coroner vers ton compte où tu en as besoin. Mais sois prudent, c'est-à-dire utilise cet argent juste pour tes besoins personnels, rien à faire avec AM ou quoi que ce soit, comme ça on garde une bonne distance entre la société, la nouvelle société et toi-même, ok? Je veux pas d'ennui avec ces connards de ABO nouveaux qui viennent nous chercher quoi que ce soit. Donc, utilise cet argent pour toi-même. Je sais que tu en as besoin. Donc, ok? À plus. Mais il va nous demander de payer des primes d'assurance. Alors, quand on est dans une situation telle qu'on l'a connue, on n'a plus très clairement la lucidité des choses à ce moment-là. Et donc, il va nous proposer un contrat d'assurance. Il dit, écoute, avec la faillite, ton nom va être sali. Donc, moi, je dois rassurer les investisseurs. Est-ce que tu peux, tu me fais un paiement, 2 paiements pour à peu près 40 000 dollars. Donc, il m'envoie les factures que vous voyez à l'écran. Et en fait, c'est du fake. Donc, il va prendre les 40 000 dollars plus toutes les facturations qu'il fera pendant quelques mois. Et en fait, il nous envoie rien. Il part avec l'argent et il n'y a rien qui arrive. Vous diriez que vous êtes dans le déni à ce moment-là parce que ça commence à faire beaucoup. Ouais, je pense très honnêtement vous savez, on a une faillite. Moi, c'est 12 ans de ma vie, d'accord. Moi, j'ai créé un succès. Quoi qu'on en dise, beaucoup d'investisseurs de la place de Paris ont gagné de l'argent grâce à leurs investissements chez Pharmasimple. La fin se termine très mal. Et donc, vous perdez votre boîte. Vous devez faire face à des gens qui racontent n'importe quoi sur vous. Vous avez un gars qui vous manipule, qui est en fait de mèche avec ABO et qui vous manipule et qui vous dit qu'il va vous envoyer de l'argent, vous prêter de l'argent. Il vous demande de payer des assurances. Vous payez les assurances. Moi, il me restait plus rien sur mes comptes. J'ai tout envoyé. Et finalement, il part avec l'argent. Ils doivent sûrement bien rigoler là-bas aux Bahamas aujourd'hui avec Pierre Vanineus. Et moi, j'ai plus rien. Vous savez, quand vous allez au distributeur, hein, moi, j'ai jamais eu de problème d'argent. J'ai créé que des succès. Hein. Vous allez au distributeur, vous voulez prendre de l'essence. Et votre carte se bloque. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puis vous appelez votre banque. Et votre banquier vous dit, pas votre banquier privé, le banquier Wells, qui est au-dessus, qui gère votre fortune depuis des années, qui vous a vu grandir, vous dit, des grands courageux, vous savez, qui vous disent, vous savez, Monsieur Willems, on a un problème là avec la faillite de Pharmasimple. Hein. Ça va être compliqué là pour vous. Donc on va faire un call avec un gestionnaire. Et le gars, il nous dit, le gestionnaire, quelques jours après, donc il vous a pas prévenu, ils ont coupé toutes vos cartes de crédit, vos cartes de banque, et il vous dit, on va dénoncer toutes les lignes de crédit personnelles.
c'est-à-dire votre maison. Donc j'ai dû vendre ma maison, j'ai dû tout vendre. Donc non seulement vous avez une étiquette, vous n'êtes pas responsable de cette faillite. Cette faillite est liée à une fraude qu'on va réexpliquer. Vous avez ces gens qui colportent des mauvaises choses sur vous. Et en fait, c'est la spirale infernale qui démarre. Et ça, d'un point de vue personnel, c'est extrêmement compliqué. Donc, très honnêtement, j'ai perdu pied. Là, je viens de passer 8 mois, j'ai relu 7200 mails à peu près. J'ai relu toutes les notices, refait l'histoire de financement. Et finalement, aujourd'hui, au-delà de la misère personnelle que je rencontre, il faut dire ce qui se passe. Il faut expliquer les méthodes utilisées par ABO qui sont frauduleuses et qui mettent les pharmacies et qui mettent surtout les sociétés qui ont mis Pharmasimple en faillite, mais qui ont mis d'autres sociétés en faillite, parce que il y en a, si vous regardez la liste là qu'on passe actuellement, il y a eu d'autres sociétés qui ont été financées par ABO, qui sont directement tombées en faillite par le même processus. Et alors on parle pas de toutes les sociétés qui existent encore, mais qui sont des penny stocks, parce qu'en fait tous les financements d'ABO, c'est 99,9% de perte de valeur. Quand vous êtes un investisseur, vous savez, pour faire un succès dans une entreprise, il vous faut 4 choses. La première, il vous faut la bonne idée. La deuxième, il vous faut l'entrepreneur qui va savoir se battre quand le vent souffle, quand la tempête souffle. La troisième chose, il vous faut et je dirais surtout, il vous faut un bon financeur. Il vous faut quelqu'un qui sera là à vos côtés dans les moments faciles comme les moments difficiles. Et la quatrième, il faut un peu de chance. Si vous avez ces 4 choses qui sont réunies, vous faites un succès. Malheureusement pour nous, on n'a pas trouvé le bon financeur. On avait la bonne société, on avait, je pense, les bonnes personnes. On a été combatifs tout au long de l'histoire de Pharmasimple. On a été combatifs, on a montré, on a prouvé aux investisseurs de première ligne ils ont gagné beaucoup d'argent, et on a prouvé qu'on était des gens fiables. Malheureusement, l'histoire se termine très mal. Alors, si on pense aussi aux investisseurs individuels et plus largement, vous diriez que ça concerne finalement ce qui vous est arrivé à vous, concerne d'abord d'autres entreprises, vous l'indiquez là à l'instant, mais vous voulez dire que c'est peut-être même le financement des PME à la Bourse de Paris qui est menacé? Oui. Aujourd'hui, au-delà de mon témoignage, je pense qu'aujourd'hui, mon témoignage est de là pour dire maintenant, faut que ça s'arrête. Je suis pas le seul. C'est pas Monsieur Willems qui est dans son coin et qui invente ses histoires. On a d'autres dirigeants avec qui on a parlé, qui ont été financés par ABO pour l'instant, et qui ne sont pas encore sortis de bois, mais qui sont en train, qui vont certainement sortir du bois suite à mon témoignage, qui ont subi des choses encore parfois plus graves que moi avec ABO, et qui ont perdu leur boîte. Et on oublie les petits porteurs, tous ces gens qui font confiance aux dirigeants de sociétés, qui investissent dans les PME cotées, parce que c'est ça aussi. Les PME et les sociétés, elles ne peuvent pas se développer sans les investisseurs et sans aussi sur le marché boursier les petits porteurs. Donc si on laisse continuer ces gens à opérer, on va se retrouver dans une situation où on va avoir plein de petits porteurs qui sont des investisseurs, des petits investisseurs qui n'investiront plus dans les sociétés cotées second marché ou Euronext Gros, et on aura un gros problème de financement dans les années à venir sur les sociétés. Donc au-delà de la fraude, au-delà de ça, il y a un enjeu économique majeur sur le financement des PME sur le marché boursier à Paris. Je pense aujourd'hui qu'avec mon témoignage, qui est finalement le premier réel aujourd'hui officiel, je pense que d'autres vont arriver là, il est urgent que tout le monde prenne conscience et que les autorités prennent conscience de ce qui se passe. Il y a des choses très graves qui sont en train de se passer sur le marché boursier à Paris, et cette histoire aussi a pour but de protéger, et enfin de bien faire comprendre que si on ne fait rien,
pour ça. On va avoir de très très gros problèmes dans le futur pour financer les PME françaises, belges, et l'épargne des Français est globalement nécessaire au financement des sociétés, et on peut pas laisser ça comme ça. Moi aujourd'hui, je suis à la disposition des autorités judiciaires, autorités de marché français, pour aller expliquer dans le détail ce qu'on a vécu. Je pense que d'autres vont se joindre à moi. Et qu'on arrête ça une bonne fois pour toutes. Merci Michael Willem d'avoir été avec nous. Merci Monsieur Testaux.